Amis internautes, amis téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Face au micro. Aujourd'hui, c'est une spéciale que l'on vous propose, que Dimitri Média TV vous propose. Alors attention, amis internautes, amis téléspectateurs, ce débat est rempli de chaleur, de couleur et de bonne humeur. Il est rempli d'espoir. Surtout, ne zappez rien, vous avez rendez-vous tout de suite avec Monsieur Gershon Ndoua, avec Christine, sa collaboratrice, et ce débat va être animé par Anne-Sophie Thévenot. Je le redis et je vous le redis, ne zappez rien, ne changez rien, c'est un message d'espoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre émission Face au micro pour Dimitri Média TV. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un grand homme, un humaniste. Il s'agit de Monsieur Gershon Ndoua, président de la Fédération des Juifs Noirs. Bonjour Monsieur Ndoua. Bonjour. Avec nous aussi, nous avons sa collaboratrice, Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Merci, j'espère que vous allez bien, que vous êtes content d'être là aujourd'hui avec nous. Oui, très très bien. D'accord. Oui, donc nous sommes ravis. Merci. Donc nous allons commencer tout de suite par demander à Monsieur Ndoua qu'il se présente face aux téléspectateurs. Alors Monsieur Ndoua, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Parlez-nous un petit peu de vous. Oui, merci pour la question. Je suis Monsieur Gershon Ndoua. Je suis d'origine congolaise. J'ai fait mes études, une partie de mes études au Congo, que je suis allé compléter en Israël. Là, nous sommes dans les années 88. Et puis, jusqu'en 93, donc, j'ai étudié à l'université de Jérusalem, la civilisation hébraïque. Et après Israël, je suis allé au Brésil, où j'ai travaillé pendant 2 ans. Et depuis 1995, je vis en France. Et donc, je participe d'une manière ou d'une autre au vivre ensemble au sein de la société française, parce que c'est une chance. C'est une chance de vivre dans un pays où il y a la liberté, où il y a la fraternité. Et puis, c'est toute cette diversité, une culture qui se partage, parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la Révolution française, c'est le pays de Louis IX, c'est le pays du général de Gaulle, et il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Très bien. Donc, je sais donc que vous êtes impliqué dans de nombreuses associations humanitaires, notamment à une époque Médecins sans frontières. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu? Oui, j'ai travaillé de 2000 à 2012 à Médecins sans frontières. Donc c'est effectivement ce côté humaniste et l'amour de l'autre et apporter de l'aide aux uns aux autres, ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir la société française, même au plus profond des villages, que ce soit la Bretagne, la Normandie, le Sud, Nancy, que je connais bien. Donc, ça m'a permis effectivement de frotter la culture française de près. Et à part ça, effectivement, je suis aussi président de la Fédération des Juifs Noirs. Nous sommes membres du CRIF au sein de la communauté juive en France. Et on essaye de faire en sorte que cette unité du peuple français, qui est millénaire, on puisse l'entretenir, quoique ce n'est pas toujours évident. L'effort que nous faisons, c'est effectivement de ne pas laisser la société partir en vrille, parce que c'est la souche même de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. En le disant comme ça, on a l'impression que c'est un slogan, mais en réalité non, c'est un effort permanent qu'on doit faire, parce qu'il est toujours très facile de détruire que de construire. Et ceux qui ont construit ce pays, depuis avant le Moyen-Âge jusqu'à ces jours, ont mis beaucoup de temps pour en arriver là. Et nous qui venons, nous sommes un tout petit peu les dépositaires de cette civilisation qui est enviée dans le monde entier. Donc l'effort, c'est de maintenir cet équilibre qui a été transmis de génération en génération.
Très bien. Alors Christine, justement, donc vous êtes collaboratrice de Monsieur Ndoua. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous anime pour travailler avec Monsieur Ndoua au sein de cette fédération? Alors écoutez, ce qui m'anime, en fait, ce sont de très très fortes convictions. J'ai rencontré Monsieur Ndoua il y a un peu plus de 6 ans et j'étais agréablement surprise de découvrir qu'il y avait effectivement des juifs noirs, des juifs africains. Qui sont d'ailleurs extrêmement nombreux par rapport à la communauté juive ici en France. Alors on parle effectivement des tribus perdues d'Israël. Effectivement, c'est une de nos tribus perdues et je trouvais très intéressant le fait de pouvoir travailler pour lui donner un maximum de visibilité parce que ça permettait de lutter contre le racisme. Jusqu'à présent, on considérait que les juifs étaient blancs. Or, c'est une erreur, une grossière erreur. Il y a des juifs de toutes les couleurs. Et donc, dans le cadre justement de l'association, qui est donc une fédération qui milite pour les droits de l'homme, de façon très générale, c'était aussi une question primordiale pour moi de pouvoir m'investir là-dedans et de dire que voilà, il y a des Noirs, ils ne sont pas que chrétiens ou musulmans. Ils sont, ou animistes même, il y a aussi des juifs. Et donc ça, c'était vraiment une question essentielle pour moi. Oui, en effet, c'est vrai que dans l'imaginaire des Français, on pense souvent juif égale blanc. Et effectivement, d'où l'intérêt d'avoir créé cette association. Il faut les mettre en avant parce qu'ils ont effectivement toute une histoire derrière eux. Oui. Culturellement aussi, ils peuvent apporter énormément à la communauté juive dans son ensemble, de façon générale. Et puis, il faut aussi considérer que l'Afrique, c'est un continent de l'avenir. On est dans la vieille Europe, oui. Mais l'Afrique, oui. Elle a aussi beaucoup de promesses à nous apporter. Bien sûr. De ce point de vue-là, aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs, d'ailleurs. Très bien, très bien. Donc, on va revenir sur finalement le combat de la FJN. Le but, c'est quand même de ressouder l'unité du peuple juif, de développer le lien entre les Juifs blancs et les Juifs noirs. La lutte contre l'antisémitisme. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait, vous avez raison. La question, sur le plan d'abord biblique, si vous voyez déjà à l'époque de Moïse, on parlait des Noirs, oui. dans ce qu'on appelle chez nous la Torah. Oui. Donc c'est pas un truc qu'on a inventé à l'époque du roi Salomon, du roi David. Quand on lit des psaumes, on voit qu'on parle de Noirs là-dedans. Donc c'est pas une invention. Et il est vrai qu'au moment de la sortie d'Égypte, il est dit que tout le peuple était là. Et on nous parle de Moïse qui avait épousé une femme noire. On nous parle d'une femme shulamite qui dit si je suis noire, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc il y a une présence permanente des noirs dans la Bible. Et ça serait quand même étonnant que du jour au lendemain ils disparaissent comme ça, en sachant effectivement que l'Égypte, géographiquement parlant, se trouve en Afrique. Et le mont Sinaï, où a été donnée la Torah, c'est-à-dire la Bible, se trouve en Afrique. Donc c'est quelque chose d'évident. Maintenant, effectivement, avec la destruction de deux temples, il y a eu dispersion du peuple juif. Les Ashkenazim, ce qu'on appelle les Ashkenazis, se sont retrouvés en Europe centrale, en Europe de l'Est. Et puis en pourtour méditerranéen, c'est-à-dire en partant de l'Espagne jusqu'au pays d'Afrique du Nord, il y a eu effectivement une autre partie qu'on appelle les séfarades. Ils ne sont pas allés plus loin les autres, effectivement. On a effectivement, depuis 1980, découvert qu'il y avait des juifs noirs en Afrique, qui sont les Éthiopiens. Et là, il faut remercier un des chercheurs qui est très important, qui a commencé à faire ce travail-là, qui, paradoxalement, venait de Pologne. Oui. Donc, il part de la Pologne et il va vivre en Éthiopie avec des juifs noirs. Et j'insiste le fait fait qu'il ait vécu là-bas. Et ça, c'est très important parce que pour certifier effectivement l'identité juive des Éthiopiens, qui existait depuis longtemps, et il a fallu vivre avec eux.
J'ai dit ça pourquoi? Parce que je crains qu'il y ait souvent des chercheurs qui n'ont jamais mis les pieds dans un pays. Je le vois souvent avec Israël. Des gens qui parlent d'Israël, ils n'ont jamais été. Et effectivement, ils écrivent des livres. Bon, les gens achètent, oui. Tantôt ils sont pour Israël, tantôt ils sont contre, tantôt ils sont pour les Palestiniens, tantôt ils sont contre. Mais quand on leur demande est-ce que vous avez déjà été, non, ils n'ont jamais été. C'est souvent des recherches sur Internet. Donc, le fait de vivre sur place, aujourd'hui, moi, en tant que Congolais vivant en France, je peux demain ou après-demain, dans un autre pays, parler de la France, puisque j'y ai vécu, je connais les Français, comment ils sont. Donc, l'idée, c'est ça. Fajtlovich quitte la Pologne, il va vivre en Éthiopie avec une bourse d'études que Rothschild lui a donnée. Et c'est là, effectivement, que le monde a commencé à découvrir qu'il y a les Juifs noirs. Maintenant, Fajtlovich, après avoir découvert les Éthiopiens, il dit dans ses mémoires que je suis sûr qu'il y en a d'autres tout autour. Et effectivement, aujourd'hui, si vous allez au Nigeria, vous trouverez des Juifs noirs qui prient la Torah, qui étudient, qui font tout. Vous allez en Afrique du Sud, tout au nord, vous trouverez qu'il y a des tribus juives qui ont gardé la tradition depuis des millénaires. Et puis vous allez au Zimbabwe, c'est pareil. Donc il y a 22 poches comme ça en Afrique, avec des tribus juives, qui ont effectivement gardé la tradition. Mais il y en a d'autres, effectivement, qui ont perdu la tradition. On parle effectivement des Gnawa au Maroc, qui à un moment, au Moyen-Âge, ils ont utilisé les traditions juives et ils les ont perdues. Maintenant, ils sont dispersés à travers les pays comme la Guinée, le Mali, le Ghana. Et donc, c'est cette démarche-là qui nous a poussé effectivement, avec mes collaboratrices, à mettre la structure en place, en lien effectivement avec des rabbins, avec Israël, avec des chercheurs. C'est un peu à ça. Donc nous veillons aussi, malheureusement, parce que vous savez, quand il y a une vie d'ensemble, c'est pas toujours facile. Les Juifs sont, la majorité aujourd'hui, c'est des Blancs, et puis il y a une partie des Juifs qui sont noirs. Notre devoir aussi, c'est d'être vigilant pour qu'il n'y ait pas de dérapage du genre racisme, exclusion, et nous faisons en sorte que, de part et d'autre, qu'il n'y ait pas de stigmatisation, parce que, comme on dit, le vivre ensemble, c'est quelque chose d'important. Et puis, ce n'est pas automatique. Vous voyez, l'exemple nous vient même de la Bible. C'est-à-dire que Caïn et Abel, la première chose qu'ils ont fait, c'était quoi? C'était de tuer les uns les autres. Et Jacob et Ésaü, deux frères, ils se sont battus. Donc, le vivre ensemble, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est un combat permanent. Et c'est ce que et je dis ça par rapport à la Bible, mais quand on vient par rapport à la situation sociale aussi de la France, ou sociologique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas donné comme automaticité, mais c'est un combat des idées, parce que pour rien, les gens peuvent se détester. Vous prenez deux enfants qui viennent de naître, aujourd'hui vous les mettez côte à côte, la première chose qu'ils vont faire, c'est de se griffer. Automatiquement, comme ça, sans rien. Donc, et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et notre effort, c'est ça, c'est de montrer que vous êtes blanc, moi je suis noir, nous sommes tous juifs, on peut vivre ensemble. Oui. Alors justement, par rapport au vivre ensemble, vous avez évoqué il y a peu les Askénades et les Séfarades. Donc, est-ce qu'il y a des petits problèmes entre eux ou quelles sont les différences entre ces deux communautés juives? Christine, vous voulez peut-être répondre ou... Oui, je peux répondre, mais bon, c'est vrai que ce sont deux catégories, on va dire. Ils sont originaires déjà de deux endroits différents. Les Ashkénazes sont originaires de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, alors que les Séfarades viennent principalement du Maghreb. Oui. Donc il y a effectivement des différences qui se jouent sur plein de domaines. Ça peut être des différences culinaires, même parfois de pratiques aussi. Mais bon, elles sont quand même
C'est vrai qu'il y a eu des petites tensions parfois, Oui. mais dans l'ensemble, il y a quand même cette unité de se dire Dans l'ensemble, qu'on est oui, juif. oui. Voilà, dans l'ensemble, il y a Oui. quand même une cohésion, une adhésion, même si de temps en temps, il y a des petites frictions qui sont liées un petit peu à la culture au final. Oui, c'est ça. En fait, je crois que les petites différences sont plus liées à la culture plutôt que dans le domaine religieux. Dans le domaine religieux, ils s'entendent. Et au niveau de la culture, c'est plus le yiddish est pratiqué par la population, Voilà, par les séfarades, par Non, exemple. les Ashkénazes. Les Ashkénazes. Peut-être les chansons, la Oui, poésie, voilà, c'est ça, voilà, les c'est petites ça, différences c'est- sont juste là, en fait. Disons que les Ashkénazes, ce sont des juifs de d'Europe, donc avec une certaine culture qui n'a rien à voir avec Oui. celle du Maghreb, en fait. Oui. Et donc, on retrouve ça aussi dans les autres communautés, quelque part. Donc c'est quelque chose d'intéressant pour les téléspectateurs parce que finalement on ne connaît pas ces deux communautés normalement différentes mais qui ne le sont pas en fait. Oui, Voilà, non, c'est ça. c'est vrai qu'on Elles ne sont pas ici, on fait beaucoup plus là. On voit beaucoup plus ce qui rassemble. Voilà. C'est un C'est peu ça. Mais bon, les Juifs prennent les habitudes des milieux dans lesquels ils vivent. Et donc, les Juifs européens, ils vivent en Europe, c'est un mode de vie. Et puis, les Juifs nord-africains vivaient au Maghreb avec un mode de vie. Les Juifs éthiopiens et les Juifs noirs au sud du Sahara, c'est aussi un mode de vie. Donc, il y a par exemple, l'exemple que j'ai pu donner, c'est la polygamie. Vous savez, ici en Europe, la polygamie chez les Juifs a été abolie au Xe siècle. Au Xe siècle, par un grand maître qui a dit non, on arrête de prendre 2, 3, 4 femmes. Ça, c'est au Xe siècle. Mais au Maghreb, ce n'était pas le cas. Oui. C'est récemment seulement, effectivement, avec les décrets de ce rabbin-là, que la polygamie a été... Ça, c'est dû à la culture. Ce n'est pas... Bon, maintenant, effectivement, quand on regarde bien sur les fonds, ce n'est pas... Parce que la Torah, elle est une et indivisible. Oui. Donc, voilà. Et puis, bon, Israël, c'est le pays de tous les Juifs. Donc, on ne va pas demander si vous êtes séfarade ou ashkénaze pour y aller. Donc, voilà, c'est-à-dire que notre rôle principal, c'est ça, c'est de maintenir cette unité au-delà de nos cultures. Moi, par exemple, bon, j'ai du mal quand on me présente les shakshuka ou gefilte fish. Moi, j'ai un peu du mal à manger parce que je ne suis pas habitué. Je préfère manger foufou avec les feuilles de manioc, avec poisson grillé. Donc, Ça a l'air très bon. Avec les mafés. Donc ça, c'est aussi une coutume culinaire. Oui. Je ne suis pas très habitué à manger des couscous parce que ça ne me rassasie pas. Je peux en manger des tonnes, mais j'ai toujours faim. Mais quand je mange foufou, ça me cale. Donc, Alors c'est quoi le foufou? Foufou, c'est la semoule de... D'accord. Oui, c'est la semoule qu'on bat comme ça et puis après ça devient Une espèce de pâte, en fait. pâte, oui, et après on peut manger avec. Et on est bien rassasié du oui, coup. Après, là, l'objectif, on est bon. Le fait de manger un tout petit peu à l'occidental, j'ai pas le ventre, vous voyez, le ventre ne tombe pas. Mais en Afrique, on trouve beaucoup de gens avec un gros ventre, comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors justement, pour renforcer votre combat au sein donc, de la Fédération des Juifs Noirs, Oui. vous avez décidé d'écrire un livre, un essai pour la tolérance. Oui, Donc c'est le Manifeste des Juifs Noirs, paru en octobre 2016, oui, c'est ça. disponible à la FNAC. Disponible partout. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre livre, Monsieur Gershon? Oui. Les livres, parce que effectivement, l'association, la fédération a été fondée en l'an 2000 et il fallait effectivement d'abord commencer par en parler oralement pour que les gens comprennent et s'immerger. Il y avait une immersion au sein de la communauté, au sein de la société française, en sachant que la fédération est née en France, c'est-à-dire que c'est une espèce de maison mère. Après, il y a eu des extensions en Israël, au Zimbabwe, en Afrique du Sud,
au Nigeria, en Autriche. On a un certain nombre de bureaux comme ça, mais la maison mère, c'est ici. Au fur et à mesure qu'on avançait, il y avait toujours la question de savoir, mais M. Gershon, vous parlez des Juifs noirs, mais on veut savoir, nous sommes dans une société occidentale où les gens fonctionnent par l'écrit. L'écrit, moi je viens effectivement d'une société où on travaille par l'oral. Et pour s'adapter à la situation du contexte français, j'ai décidé effectivement d'écrire ces bouquins pour mettre en place les idées que j'ai transmettées oralement, pour leur montrer que non, la Fédération des Juifs Noirs n'est pas une structure fermée où il n'y a que des Juifs Noirs, c'est une structure ouverte à tout le monde, qu'on soit séfarade, qu'on soit ashkénaze, qu'on soit Juif Noir, on est tous un seul peuple. Mais la question centrale du bouquin, c'est la visibilité. Il y avait vraiment un problème de déficit énorme de la visibilité des Juifs noirs, principalement ici en France. Quand j'étais en Israël, bon, les Éthiopiens étaient déjà là, on pouvait les rencontrer dans des manifestations, dans des synagogues. Et au Brésil, j'en avais aussi vu pas mal dans des synagogues. Mais quand je suis arrivé en France, je me posé la question de savoir si c'était les Juifs noirs qui manquaient ou il y avait un problème. Donc, en plus, moi, je ne suis pas arrivé à un bon moment. Je suis arrivé en 1995. Il y avait déjà des tensions entre les Juifs et les Noirs en France. Que ce soit dans les 19e, que ce soit à Sarcelles. Il y avait la bagarre tout le temps. Donc, il fallait faire quelque chose pour essayer d'ouvrir les dialogues des peuples, pour essayer surtout de faire en sorte que qu'on puisse les uns et les autres se connaître. Et nous, en tant que Juifs noirs, on était bien placés, et l'idée ne venait pas spécialement de moi, c'est du président de l'ancien président du CRIF, qui est Roger Kuckerman. Oui. C'est d'ailleurs lui qui a préfacé les livres, qui m'avait dit, mais toutes ces tensions-là, je pense que les Juifs noirs pourraient effectivement jouer un rôle primordial dans les dialogues. Et donc, le mouvement est parti de cette époque-là. Malheureusement, hier, on venait de célébrer le 11e anniversaire de l'assassinat d'Ilan Halimi, un jeune juif blanc qui vendait des téléphones portables. Et la question était juste, à l'époque, question primordiale, parce qu'il y avait tellement de préjugés les uns et les autres. Ce n'était pas une question politique, c'était une question sociale. Donc il fallait pour nous, il y a des gens comme Dieudonné et Tribuca qui se sont effectivement levés pour mettre la parole antisémite sur la place publique, et il a fallu